Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Eric Manirakiza. Et à tous, bienvenue dans Focus Sahel qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Expansion de la menace djihadiste vers le golfe de Guinée. L'inquiétude grandit au Bénin malgré le dispositif sécuritaire. Des groupes de défense des droits exhortent le Nigeria à suspendre la réinstallation des personnes déplacées par des militants islamiques. En Mauritanie, l'opposition demande l'annulation des résultats des législatives à Nouakchott. C'est notre fait marquant de la semaine. One Close, exemple de résilience parmi les déplacés maliens. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous dans ce voyage de découverte et de dialogue. Bienvenue. Depuis décembre 2021, le Bénin est confronté à des attaques terroristes sporadiques dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ces attaques ont entraîné la perte de vie parmi les militaires et les civils. Malgré les efforts des autorités, la menace terroriste persiste et suscite l'inquiétude de la population. Un reportage de Ginette Fleur-Adandé. Les récentes attaques à Kouabagou, dans la commune de Kérou, et celles de Banikwara, toujours dans le nord du pays, viennent confirmer que le terrorisme s'implante davantage au Bénin. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Mbedi, dénonce des failles dans la stratégie de défense dans la chaîne des opérations. Ce drame était évitable. Mais pourquoi est-il survenu? Les mêmes rapports indiquent qu'il y a eu un manquement dans la chaîne des opérations pour que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive afin d'éviter cela. Et c'est ça qui choque davantage. En matière de lutte contre la propagation du djihadisme, toute erreur peut s'avérer fatale. Et malheureusement, une dizaine de civils ont payé de leur vie. On dénombre des centaines de déplacés qui ont abandonné champs, commerces, maisons pour mettre leur famille à l'abri. Parmi eux, Abdou, qui ne sait pas quand il repartira à Kérou. Moi-même, j'ai quitté la Dakora. La fois passée, ils étaient là-bas. Oui, dans un petit village, au moins, ils ont arrêté au moins 3 personnes, 3 individus, les complices quoi. Et on en a tué même un peu dedans. La majorité, c'est des jeunes qui sont dedans. Ceux qui n'atteignent même pas 18 ans, ils sont en train de faire ça. Ils s'habillent comme nous. Non, avant de nous contacter, que pour dire que ah oui, la telle personne, c'est un djihadiste. Si vous voulez te faire du mal, il va te faire du mal. Il va te prendre, il va te tuer. Les violences perpétrées par des extrémistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique ont ravagé une grande partie de la région intérieure du Sahel pendant plus de 7 ans. Aujourd'hui, elle se propage aux États côtiers dont le Bénin. Les attaques djihadistes dans ce pays sont passées à 25 en moins d'un an. Pour Dylan Koukoubou, analyste sur les questions de sécurité, le Bénin est un terrain favorable pour le djihadisme en raison de sa géographie et du fait qu'il dispose de cachettes naturelles pour les groupes terroristes. Nous sommes à la frontière de 2 foyers terroristes. Le premier, c'est celui qui nous vient du nord, notamment du Sahel. Et le second nous vient du Nigeria. Donc, on se retrouve dans l'angle frontalier de 2 foyers terroristes qui ont besoin de quitter un peu leur zone de confort et d'aller tâter d'autres terrains. Et donc, l'autre terrain, c'est le Bénin comme porte d'entrée du golfe de Guinée. Si la violence extrémiste continue de se propager, elle pourrait avoir des conséquences considérables, estime l'analyste, qui soutient que ce n'est que le début quand on s'en tient à la stratégie utilisée par ces groupes armés qui optent pour la politique de destruction totale. Dans le nord, les populations restent partagées entre la peur et l'espoir en la capacité des forces armées béninoises à lutter contre le phénomène. Est-ce que ces choses-là ne sont pas parmi la population? Il faut nécessairement faire communiquer avec la population beaucoup plus pour les sensibiliser. Ça va de mal en pire ce qui se passe dans le pays.
Il faudrait que nos autorités s'occupent de ces jeunes, de la situation. Confinés entre-temps à la frontière entre l'Est du Burkina Faso et le Bénin, dans les parcs nationaux du W et de la Pandjari, dans les régions d'Alibori et de l'Atakora, les attaques pourraient s'étendre à d'autres régions plus au sud. C'est la raison pour laquelle Fred Huenou, président du Sursaut patriotique, appelle les acteurs politiques à taire les tensions politiques pour faire face à cet ennemi féroce qui menace la stabilité du pays. Lorsque la nation est touchée en son cœur, les clivages politiques n'ont plus de raison d'exister. J'en appelle donc à notre unité nationale pour faire face ensemble à cet adversaire commun. Ces attaques terroristes remettent en cause en fait notre liberté. Je veux pouvoir faire confiance à notre gouvernement, à nos institutions, à nos forces de défense et de sécurité, mais également à la nation tout entière pour que ensemble nous puissions arriver au bout de cet ennemi qui menace en fait notre République et notre démocratie. Plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis dans la lutte contre le terrorisme par le gouvernement béninois. Le président Patrice Talon appelle à une synergie d'action dans la sous-région pour un résultat positif. La lutte contre le phénomène djihadiste dans le contexte ouest-africain appelle une action concertée et intelligente des États. En cela, notre pays a été, depuis longtemps, porteur et promoteur d'une stratégie offensive plutôt que défensive pour aller frapper l'ennemi jusque dans ses repères, y compris en territoire étranger. Création de nouvelles bases opérationnelles, équipement, lancement de recrutement de plus de 5000 personnes. Le Bénin ne lésine pas sur les moyens, mais selon Amnesty International, le renforcement de la sécurité par le gouvernement entraîne des violations des droits de l'homme telles que des arrestations arbitraires de personnes soupçonnées de collaborer avec les djihadistes, en particulier au sein de la communauté Peul. De Cotonou, Ginette Fleur dans les VOA Afrique. Merci à Ginette pour ce reportage. Elle est en ligne avec nous. Bonsoir Ginette. Bonsoir Nick. Alors, comment les médias béninois couvraient-ils cette situation? Y a-t-il suffisamment de débats publics sur les causes profondes de cette instabilité dans le nord du pays? Pas du tout. Alors, le débat se fait n'est pas actif. En fait, c'est que on n'a pas l'information à temps. Il y a la disponibilité de l'information. Il y a aussi le fait que les populations ont peur de parler. Parce que le terrorisme pour le Bénin est un phénomène nouveau. On se dit, on n'est pas habitué. C'est comme un saut dans l'inconnu. Donc, lorsque vous avez des personnes capables de vous parler de la situation, on trouve que le sujet en dessus, on trouve qu'il faut jouer la carte de la prudence si bien que les journalistes béninois n'appellent pas le sujet comme ils le font. En tout cas, le débat ne se fait pas. C'est vrai qu'il y a certains médias qui font des débats de façon nivelée sur la question, mais le débat proprement parler sur les causes profondes du terrorisme au Bénin, ça ne se fait pas comme cela se voit. Mais il n'y a pas de restrictions. Il y a beaucoup de justement, il y a beaucoup de... C'est un peu mes restrictions que ne donne même pas aborder le sujet. Je prends par exemple le reportage que vous venez de passer. Normalement, ce n'est pas toutes les voix qui doivent figurer dans un reportage de cette taille-là qui font partie parce que les gens ne veulent pas aborder le sujet. Maintenant, je prends le cas du village qui a été attaqué récemment et qui a enregistré des pertes humaines. Je sais pas mal de numéros de personnes déplacées, mais qui ont refusé de parler. Ginette, quels sont les impacts socio-économiques de ces attaques terroristes sur la population et les communautés locales du nord du Bénin? Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir la radicalisation dans ces zones vulnérables? Comme vous le savez, les délits d'attaque sont des îles dans lesquelles les populations font du commerce, des travaux agréés, de l'agriculture et autres. Il y a aussi le tourisme parce que les attaques ont commencé par les Pâques, donc le tourisme a reçu un coup.
dans ces zones-là a reçu un coup et donc les populations qui sont utilisées dans le cadre du tourisme se retrouvent quelque peu en chômage technique, je dirais. Il y a des écoles qui, depuis décembre 2021, sont fermées et qui n'ont pas ouvert jusqu'à aujourd'hui. Il y a des centres de jeunes qui ont fermé leurs portes pour avoir reçu des menaces qui ont fermé. Et je vous ai parlé tantôt de populations déplacées. Ce sont des gens qui participent à l'animation de la vie économique de ces communautés-là et qui, à cause des menaces, à cause des attaques, quittent leur zone habituelle pour venir plus au sud. Donc, ça crée un véritable bouleversement dans la vie socio-économique de ces communautés-là. Et en termes de ce qui est fait pour prévenir la radicalisation, je dirais que il y a quelques mois, en février dernier, il y a le PNUD, l'ambassade des Pays-Bas et le gouvernement béninois, ensemble, ils ont lancé un projet qui tend à sensibiliser les populations. Merci Ginette. Ginette, merci pour toutes ces précisions. On va continuer la discussion en détail. Nous avons dans ce studio Idriss Fad, c'est mon collègue, rédacteur en chef de la radio ici à La Voix de l'Amérique, au service français. Idriss, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à l'ensemble des auditeurs de Focus Sahel. Alors Idriss, c'est une région que vous connaissez très bien. Quels sont les facteurs qui ont contribué à la montée en puissance des groupes terroristes dans cette région du Bénin et du golfe de comme j'ai l'habitude de dire, c'est de la mauvaise herbe qui a commencé peut-être en Algérie, qu'on a repoussé vers le nord du Mali, et que du nord du Mali s'est propagé et a envahi le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, 70% du territoire là-bas, il y a cette mauvaise herbe qui continue de pousser et qui se propage, et qui traverse les forêts pour monter au Bénin, tuer des gens et même au Togo. Et que je pense que le terrorisme, donc, c'est à peu près ça. C'est de la mauvaise herbe qui pousse un peu partout et que les conditions, tout le monde le sait, c'est la pauvreté, le désespoir des jeunes. Et pour l'essentiel, c'est ça. Et après, les embrigadements, quoi. C'est une mauvaise herbe fertile. Mais elle est très fertile. Elle pousse dans un terrain qui est propice. Idriss, il y a les États-Unis qui fournissent actuellement de l'aide sécuritaire à ces pays touchés. C'est une aide multiforme. On parle de l'intelligence, donc les renseignements. Il y a l'aide matérielle et la formation, mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Moi, je pense que dans le long terme, il faudrait que les gens tirent leçon de ce qui s'est passé en Afghanistan. Les États-Unis, après 20 ans de lutte contre les djihadistes là-bas, ont été obligés de s'asseoir avec les djihadistes à Doha et quitter Kaboul en catastrophe. Tout le monde a été témoin de ces événements-là. La solution en Afrique, ça ne peut pas être que militaire. Il faut absolument que les gens trouvent des moyens de discuter avec ces gens-là pour les contenir même d'abord, parce que si tu ne parles pas avec quelqu'un, tu ne peux pas le contenir et régler les problèmes des jeunes. Oui, donc Washington qui est très impliqué dans cette région, comment donc les États-Unis peuvent, disons, évaluer l'efficacité de l'aide sécuritaire qu'ils fournissent dans cette région et comment... Ils donnent beaucoup au Niger actuellement. Les États-Unis ont fourni beaucoup d'aide militaire au Niger. Ils ont fourni beaucoup d'aide militaire, même pas directe au Mali. Mais je ne connais pas une forme d'aide militaire qui va au Burkina Faso. Il y a aussi la vice-présidente Kamala Harris, lors de sa visite, la dernière visite au Ghana, et elle a promis beaucoup d'argent pour justement soutenir ces pays. Oui, soutenir ces pays-là, mais qu'est-ce qu'elle a donné? 10 millions de dollars, quelque chose comme ça? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et il faut donc mieux soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme. Oui, mais je pense que comme Paul Kagame le dit, il a fait sa tournée là-bas récemment au Bénin, et que n'oubliez pas que M. Kagame a envoyé ses hommes combattre les djihadistes là-bas au Mozambique. Quand la maison brûle, les enfants de cette maison ne peuvent pas se battre entre eux pour se partager les meubles. Ils doivent se mettre ensemble pour éteindre l'incendie.
C'est la seule leçon que je veux donner à l'ensemble des pays de la sous-région. Donc là, vous en appelez aux Africains, à la CEDEAO, absolument, à toutes tout le les monde. organisations. Tout le monde. C'est le feu et que si les gens ne se mettent pas ensemble, ils ne pourront pas l'éteindre. Ce n'est pas le moment de se quereller parce qu'on n'est pas d'accord sur telle politique ou telle autre. Non. Donc ce ne sont pas les Russes ni les Occidentaux. Non, la solution elle est africaine. Personne n'a intérêt à ce que le terrorisme gagne du terrain dans l'ensemble de la région. Merci Idriss pour votre perspective et expertise de ce qui se passe dans cette région. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. De défense des droits humains demande la suspension de la réinstallation des personnes déplacées dans le nord-est du Nigeria en raison de préoccupations concernant la sécurité et les besoins fondamentaux. Nanit Talani pour plus de détails. Zara Malam vivait dans un camp de fortune à Maïdougouri depuis 2017 lorsqu'elle a fui les attaques contre son village de Sigal. Mais en juin, le gouvernement de l'État de Borno a fermé le camp et a proposé de réinstaller les personnes déplacées à l'intérieur du pays dans leur région d'origine. Malam confie qu'elle n'était pas convaincue de sa sécurité, alors elle a déménagé à Ran, une communauté abritant des milliers de personnes déplacées sous surveillance militaire constante. Le gouvernement nous a aidés, mais depuis qu'ils ont décidé de nous renvoyer chez nous, je suis venue à cet endroit. Même s'il n'y avait pas de menace à la sécurité, je n'ai personne à retrouver. Tous mes proches sont morts. L'État de Borno est l'épicentre de la bataille exténuante de près de 15 ans contre les militants armés au Nigeria. Les autorités de l'État ont commencé à fermer les camps en mai 2021 et ont soutenu les évacués avec de la nourriture et de l'argent. Le gouvernement souhaite s'appuyer sur l'amélioration de la sécurité ces dernières années pour reconstruire l'État de Borno et réduire sa forte dépendance à l'aide. Mais le groupe de défense des droits humains, Human Rights Watch, estime qu'environ 200 000 personnes déplacées pourraient être affectées négativement et souhaite que le gouvernement examine les conséquences de ces actions. Nous sommes également très inquiets que cette action puisse aller au-delà de Maïdougouri et mettre en danger de nombreuses autres personnes déplacées à travers l'État qui a subi l'impact dévastateur du conflit Boko Haram. Seuls 15% des déplacés internes étaient disposés à déménager du fait de l'amélioration de la sécurité, indique une enquête de l'Organisation internationale pour les migrations. L'enquête montre également que près de 50% des évacués sont retournés dans leur village d'origine parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Nous comprenons d'une part les intentions derrière cela, mais nous nous inquiétons bien sûr de savoir si les 113 000 déplacés dénombrés jusqu'à présent se sont retrouvés dans un meilleur endroit. Ces types de mouvements de personnes doivent être volontaires, dignes et basés sur des choix éclairés. De nombreuses organisations humanitaires ont interrompu les distributions de nourriture et d'argent après que le gouvernement a annoncé la fermeture des camps. Des groupes d'aide à Borno, comme Action contre la faim, affirment qu'ils voient déjà de graves problèmes de malnutrition. Les rapports provenant de nos différents supports dans les formations sanitaires ont montré une augmentation constante du nombre de cas, même si nous ne sommes pas en période de soudure. Pour l'instant, beaucoup ici espèrent simplement que le gouvernement ne fermera plus de camps. Merci à Nanit Talani pour ce reportage. Je vous parlais de la Mauritanie qui a tenu samedi des élections législatives et locales. Ce rendez-vous marque un test crucial pour le président Mohamed Ould Cheikh El Razouani à seulement un an de l'élection présidentielle.
C'est notre fait marquant de la semaine et je suis en ligne avec Moussa Hamed, journaliste à Nouakchott et directeur du journal Biladi. Bonsoir Hamed. Bonsoir. Alors Hamed, quel est l'enjeu de ces élections législatives régionales et municipales? Oui, dans la mesure où la situation était très calme, la situation politique, je veux dire, qui n'a jamais été calme au cours des 20 dernières années. Cette fois-ci, depuis l'arrivée de ce président, c'est très calme. Donc, on ne savait pas, depuis 4 ans, il n'y a pas eu de consultation électorale. Donc, l'enjeu, c'était de savoir qu'est-ce que pèse aujourd'hui ce président, qu'est-ce que pèsent les autres formations politiques. Et malheureusement, au vu des premiers résultats... Justement, quelle tendance se profile pour la future composition de l'Assemblée nationale? Il semble que le parti au pouvoir va avoir la main haute sur l'Assemblée et on assiste à un véritable effondrement des partis traditionnels de l'opposition, quand je veux dire l'RFD, l'UFD, l'RFD d'Ahmed Dada, le parti de Messoud Boulbelkhair, le militant anti-esclavagiste, et même aussi le Biram Daoul Beid, qui a été second dans la dernière élection présidentielle. Là, on voit que ce qu'il gagne dans ces élections municipales et législatives est très minime. Donc, c'est un peu ce qu'a produit ces élections. Hamed, l'opposition dénonce des irrégularités et demande aussi l'annulation partielle du scrutin à Nouakchott. Comment la presse couvrait-elle ce contentieux électoral suite à ces allégations? Bon, j'ai vu les partis traditionnels de l'opposition faire le jour même, l'après-midi, dimanche après-midi, c'est-à-dire avant la fin des opérations de vote, tenir une conférence de presse pour appeler à la fraude et tout ça. Mais ça, depuis 30 ans, ils appellent à la fraude. Chaque fois qu'il y a des élections, ils appellent à la fraude. Personnellement, je n'ai pas vu vraiment des indices sur cette fraude. Et puis, j'ai vu qu'il y a eu d'autres oppositions plus jeunes qui ont fait des résultats plus ou moins importants, des transfuges des anciens partis de l'opposition, mais des jeunes qui savent parler aux jeunes, qui savent utiliser les réseaux sociaux et tout ça, qui ont enregistré de bons résultats. Ils peuvent avoir jusqu'à 8 députés à l'Assemblée nationale. Hamed, il y a donc ce contentieux et comment vous le couvrez en tant que presse, en tant que média? Bon, nous, on a toute la latitude de le couvrir. On parle aux uns et aux autres. Et jusqu'à présent, on cherche les arguments des uns et des autres. Surtout que l'opposition qui crie à la fraude, jusqu'à présent, on n'a pas eu de preuves sur cette fraude. On parle surtout vaguement de la fraude. Mais jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de preuves. Merci, Moussa Hamed. Je rappelle que vous êtes journaliste à Nouakchott et directeur du journal Biladi. Merci pour toutes vos explications et nous continuerons de suivre les résultats définitifs de ces élections de samedi. Des déplacés maliens trouvent l'inspiration dans la résilience, comme en témoigne le parcours de Juan Clouz, qui a reconstruit sa vie en tant que dibiteri à Bamako, malgré les difficultés initiales après avoir fui les atrocités terroristes à Gao. Un reportage de Mohamed Danyoko. À la pharmacie de la santé, celui qui prescrit et sert le remède en même temps n'est autre que le docteur Juan Clouz. Assis avec des amis de longue date devant son officine, les causeries tournent autour de divers sujets, dont celui de la vie dans leur Gao natal. Un Gao que Juan Clouz a dû quitter un matin de 2012
pour mettre sa famille à l'abri à Bamako pour échapper aux terroristes. En 2012, quand le campouillage était trop, je voulais amener ma famille avec mes enfants pour l'éducation et ma mère était diabétique. J'ai amputé un pied à Gao, donc je l'ai amené parce que ça, il y aura un problème, il n'y aura pas un centre médical. Donc j'ai préféré l'amener ici en forme. Donc c'est comme ça que j'ai amené ma mère, j'ai amené la famille d'abord. Après moi-même, je suis venu avec ma mère, je l'ai mis ici, j'ai pris de la maison en location. Après tout, donc, un mois, 2 mois, j'ai voulu retourner, sinon je ne m'attendais pas vraiment à me retrouver ici. Obligé ensuite de venir lui-même, abandonnant derrière lui son entreprise de dibiterie, les débuts n'ont pas été faciles pour ce fils de Gao qui devait désormais se résoudre à l'idée que le retour chez lui ne sera pas de sitôt. Les gens qui ont amené, c'était Sanogo qui était au pouvoir. Il y a des gens qui m'ont dit non, il ne faut pas laisser les gens quitter ailleurs, viennent nous déplacer pour ça. Pourquoi? Moi, j'ai même regretté. J'ai demandé au bon Dieu, entre 11h, midi, j'ai tendu ma main au bon Dieu. J'ai dit, mais bon Dieu, ça pour quelqu'un, situation, je me suis trouvé aujourd'hui. Vraiment, Dieu n'a qu'à me faire une solution. Au nom de Dieu, ça, je vous dis, Dieu m'entend. Ce n'est pas pour jeter de fleurs à moi. Le petit soir, Adam Diara est venu me voir, il me dit que si tu veux mon salle de cyber, je vais vous donner, je vais s'asseoir pour que tu puisses s'installer à Baboni. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Adam Diara, c'est le propriétaire de cyber, mais il travaille. Ils ont un projet, mais c'est ça son travail. Donc il a dit, oui, si j'ai le problème. Au moins de 72 heures, il a libéré la maison, il était voir le propriétaire de la maison, il nous a donné. Ils ont accepté, il a donné une avance de position et ils ont pris la maison à Baboni. Aujourd'hui établi, connu et reconnu, OneClouse doit son succès selon sa nombreuse clientèle à son savoir-faire. Une clientèle qui s'étend au-delà des frontières maliennes. OneClouse, moi j'ai une cliente. Moi, OneClouse, je le connais il y a bientôt 10 ans. Je viens ici, je suis un des clients fidèles. Pourtant, je suis là, il y a des moments aussi. Je fais beaucoup de viande pour envoyer en Europe, pour mes amis. Et voilà, c'est de la qualité. Mais au-delà de son savoir-faire, sa fidèle clientèle, qui n'ignore rien de son histoire, reste admiratif devant sa capacité de résilience. Pour sa combativité, chaque fois qu'on bien c'était longtemps, on a les l'infection pour se trouver sur le dune de sable du nord, de Tombouctou from de Gao. Occupé à préparer une commande qui doit quitter Bamako pour la Suisse, Oumar Tandina, malgré son diplôme universitaire, tient de main de maître l'un des points de vente de son père, comme pour dire que la relève est assurée, mais aussi démontrer cette capacité à se réinventer. Bon, on avait eu des hauts et des bas. C'est toujours difficile de changer comment dirais-je. Ça a toujours été difficile de changer de zone. C'est toi, quand on est nouvellement venu à Bamako, c'est pas facile de quitter Gao à Bamako. Bamako, c'est une grande ville. Mais alhamdoulilah, vu notre façon de travailler, notre maîtrise du travail, on est arrivé à s'imposer. Et Dieu merci, grâce à nous, plusieurs autres séries de la zone ont su s'adapter avec nous, à faire des choses, à s'innover en nous suivant. De retour d'Abidjan, OneClouse, sur sollicitation de sa clientèle ivoirienne, s'apprête à y retourner pour ouvrir un point de vente à Koumassi, dans la capitale ivoirienne. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. C'est tout pour aujourd'hui, c'est la fin de cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a suivis également sur notre page Facebook et qui nous a accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leurs expertises et leurs points de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté ces nouvelles de la région. Eric Manirakis a été avec vous au micro, Michel Joseph, Joselle Morissin et Arzuma Compaoré ont assuré la mise en onde. Koigwa Inga facilité la diffusion sur Facebook et YouTube. Merci aussi à Abdurrahman Dia pour la coordination. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel et nous vous disons à très bientôt. Au revoir. Restez sur les ondes de VOA Afrique.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète. Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus. Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.